est indispensable. Alors aujourd'hui, pour ce nouveau grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Paul-Marie Couteau. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je rappelle, alors, beaucoup de nos auditeurs, la majorité certainement, vous connaissent, mais je rappelle quand même que vous êtes d'abord énarque, ancien haut fonctionnaire, ancien conseiller ministériel, on va en parler. Vous avez connu beaucoup de ministres, vous connaissez le personnel politique par cœur, et vous êtes directeur de la revue Le Nouveau Conservateur, qui est un bimensuel. Alors peut-être qu'on peut préciser tout de suite. On est même devenu mensuel. Alors c'est un peu audacieux. Comment est-ce qu'on peut se le procurer déjà? Nous n'avons pas l'envergure d'Oberta et nous n'avons pas osé nous distribuer largement. Et il faut s'abonner, tout simplement. Il faut taper Le Nouveau Conservateur. Via le site internet. Oui, soit on s'abonne, soit on achète au numéro. Voilà. D'accord, parfait. Alors j'ajoute aussi à votre biographie, mais elle est trop longue pour pouvoir être mentionnée dans son intégralité, que vous êtes ancien député européen. Oui. Et je dirais ça prend tout son sens avec le thème qu'on a choisi pour cette émission, qui est de parler du souverainisme finalement, parce que le souverainisme eh bien, revient d'actualité. Je dirais il y a 20 ans, quand on se disait souverainiste, on était considéré par la doxa vraiment comme ringard et has-been. Aujourd'hui, c'est le contraire. On voit qu'il y a une progression des mouvements souverainistes en France et d'ailleurs dans toute l'Europe. Et c'est particulièrement intéressant justement de creuser cette thématique aujourd'hui avec vous, parce que vous êtes un peu aussi un acteur, mais aussi vous avez la mémoire du souverainisme en France et en Europe. Vous l'avez vu évoluer oui. Dans des combats difficiles. Oui, vous savez que j'étais le premier à l'utiliser et je l'ai popularisé subrepticement en le mettant dans la bouche de différents personnages pour lesquels j'écrivais. Notamment Philippe Séguin, c'est le premier qui en a un peu parlé, davantage Charles Pasqua, puis Philippe de Villiers, un peu Jean-Pierre Chevènement, dont j'ai été aussi collaborateur, et qui avait quelques réticences quand même avec le mot. Puis petit à petit, il est passé, voilà. Et il est passé parce qu'il est nécessaire. D'où son intérêt et sa popularité maintenant, ce qui n'était pas gagné, comme vous le dites, il y a 30 ans. C'est nécessaire au sens latin, ça ne peut pas ne pas être, parce qu'à mesure qu'une énorme machine sur laquelle on peut revenir, mais vous en savez aussi long que moi, s'acharne à détruire les nations, eh bien les peuples se cabrent et veulent garder leur patrimoine, notamment, je dis leur patrimoine, pour beaucoup c'est le principal patrimoine, la phrase de Jaurès, la nation est le seul bien des pauvres, ou le plus précieux bien des pauvres, je ne sais pas exactement la phrase, les peuples n'ont que leur propre protection, leurs droits, leurs racines, leur histoire, pour accéder à l'universel. On n'accède pas de plein pied à l'universel. Il faut une médiation. Et le fait est que la nation, comme dit Paul Thibault, je ne vais pas accumuler les citations, est la manière la plus pacifique d'unifier le monde. En tous les cas, un monde de nations qui gardent leur singularité, le monde est une diversité, et qui coopèrent entre elles sur la base de leur souveraineté réciproque. Ça vaut pour le monde entier comme ça vaut pour l'Europe. C'était ça la bonne définition de l'Europe au départ. Des nations libres qui coopèrent entre elles sur des projets différents. C'est une définition d'un monde en ordre qu'ont complètement bousculé les grandes féodalités internationales, les grandes oligarchies internationales, sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir, parce qu'on a fini par comprendre, plus ou moins d'ailleurs, pas tout à fait complètement, ce qui était à la manœuvre, et qui sont obsédés à dissoudre les nations, pas simplement parce qu'elles sont aussi des États et que les États les empêchent de faire ce qu'ils veulent à très large échelle, mais aussi les nations, parce qu'elles sont un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire une référence au passé, une référence au bien, un bien collectif, qui est évidemment, même spontanément, sans la médiation de l'État, une défense, on peut dire, naturelle d'individus qui autrement sont broyés par des machines qui les dépassent.
Donc je pense que le souverainisme entre nous, c'était bien vu dans les années 90. Je ne l'ai pas inventé, pour être très franc. J'ai commencé à l'utiliser auprès de Boutros-Ghali, qui était secrétaire général de l'ONU, dont j'étais aussi la plume. Et j'allais assez souvent pour toutes sortes de raisons, aussi par mon passé de défenseur de la langue française et de la francophonie. J'allais souvent au Québec. Et les Québécois se disaient souverainistes. C'était eux les véritables inventeurs. Parce qu'ils ne voulaient pas se dire nationalistes, avec le flottement, les légères ambiguïtés sur le mot nationaliste. Et de même, nous n'avions pas voulu, j'avais convaincu Séguin d'utiliser le terme, il était, quelques années plus tard, il était, lui, réticent, plus réticent que Boutros-Ghali, parce qu'il avait peur qu'on fasse appel au souverain, c'est-à-dire à un passé monarchique. Mais ça nous a servi, en tous les cas, progressivement à ne pas être dit anti-européens, car nous ne l'étions pas, ni être dit nationalistes, parce que le mot a trop de sens pour être utilisé couramment. Le mot souverainiste, tactiquement aussi, si vous voulez, nous a beaucoup aidé. Est-ce que dans le climat politique actuel, la notion de droite et de gauche a encore un sens, ou est-ce qu'on est passé finalement, est-ce qu'on a glissé vers une nouvelle opposition qui divise plutôt le champ politique entre fédéralistes, mondialistes et justement souverainistes? Oui, ça, c'est presque une évidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la souveraineté est tellement érodée, elle a été depuis Maastricht, mais même avant, petit à petit, des pans sont tombés. C'était même avant la monnaie. C'était même la gestion des services publics. Le service public est contraire au traité de Rome. La machine vient de loin. C'est l'article 55 du traité de Rome qui interdit les monopoles. Les services publics, c'était des monopoles. Ils sont allés mollo au début. La machinerie bruxelloise n'est pas allée très vite, mais enfin, elle était déjà lancée. Et après la mort du général de Gaulle et de Georges Pompidou, c'est allé bon train, les démantèlements des services publics. Il y a d'autres exemples qui font que la question de la souveraineté est devenue majeure sur tous les bancs, on peut dire. Parce que qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est la capacité à faire de la politique. C'est-à-dire que et on est arrivé à ce point d'absurdité où on fait de la politique au sens électoral. La politique a heureusement plus d'ampleur que les questions électorales. Je suis très méfiant avec les élections et de plus en plus. C'est absurde si l'État n'a aucune capacité d'initiative. On se dispute chacun avec ses rames, l'équipe de bâbord et l'équipe de tribord, sur une barcasse qui est échouée sur le sable, qui de toute façon n'a plus d'eau sous la quille, si vous voulez. Et qui, c'est ça la souveraineté. Et ça devient un jeu de dupes. Très souvent, je compare les élections à ces plumeaux que l'on donne aux enfants pour les faire taire, pendant que les grands agissent par derrière. Et en plus, ils endossent la responsabilité, les pauvres citoyens et les pauvres électeurs, de ce qui se fait contre eux, mais prétendument avec leur assentiment. La souveraineté pulvérise tous les cadres de la politique, et il va sans dire que l'on soit de gauche ou que l'on soit de droite, la question est la même. Il faut retrouver de l'eau sous la quille, c'est-à-dire faire en sorte que les États aient des marges de manœuvre dans le chaos du monde, comme nous disons dans une émission que vous avez si gentiment, avec François Martin, accepté, même que vous animez, la France dans le chaos du monde. Tous les partis politiques ont un semblable intérêt à avoir dans le chaos du monde une marge de manœuvre qui s'appelle la politique de la France. Et sans souveraineté, il n'y a plus que du sable et un enlisement auquel nous assistons depuis plusieurs années. Cela étant, j'ai un peu changé d'avis, Charles d'Anjou, au fil du temps. C'était mon grand logiciel, ni droite ni gauche, pendant longtemps. J'ai même fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement lors des élections présidentielles de 2002, parce que je le connaissais, je l'appréciais, j'avais été membre de son cabinet avant Boutros-Ghali, quand il était ministre de la Défense. Mais j'ai compris à ce moment-là que dans la coalition ni droite ni gauche souverain, la gauche flanchait pas mal. Et que c'était plutôt le thème de la souveraineté nationale était plutôt reçu à droite,
et qu'à gauche, le thème s'asséchait pas mal. Alors il y a eu Jean-Pierre Chevènement, mais enfin il n'a pas fait école, comme fut la gauche pendant très longtemps. Elle a été nationale, républicaine, Jaurès, etc. Enfin, il y a eu une gauche nationale, mais elle s'est effilochée au bénéfice de ce que le même Chevènement appelait la gauche américaine, qui a pris le pouvoir et qui, elle, non seulement ne prend plus en considération les termes de la nation et de l'État, et de la civilisation d'ailleurs. C'est un triptyque. Mais s'emploie à l'effacer, notamment par l'OTAN, qui est au moins un effacement aussi puissant, bien que très lié, vous le savez, que l'Union européenne. Et à ce moment-là, j'ai compris en 2002, alors il y avait encore Régis Debray, etc., mais Max Gallo, mais c'est toute une génération qui a disparu. À gauche, le souverainisme, à part Arnaud Montebourg, vaillant personnage, et de très grande qualité d'ailleurs, on cherche, et on n'en trouve pas. Donc je veux bien construire des ponts, mais il faut qu'il y ait une rive de l'autre côté, si vous voulez. Il n'y a plus de sentiment national ou de pensée nationale. Elle est entièrement post-nationale, la gauche française. Et de fait, ça recrée un peu le clivage droite-gauche, mais alors à ce moment-là, ça suppose de repenser la droite comme l'instance de conservation, d'où le nom de vos conservateurs que j'ai donné à ma revue, conservation des cadres essentiels de l'action politique. Au moins cela. Et puis aussi de la civilisation. Vous savez, le souverainisme, c'est pas comme j'aurais dû écrire un livre là-dessus pour théoriser, mais je me méfie toujours des théories trop fixistes. C'est pas simplement la souveraineté nationale en face de l'hydre européen ou l'hydre otanien, vis-à-vis des hégémonies extérieures, si vous voulez. Il y a aussi un deuxième volet, qui est l'autorité de l'État, la souveraineté de l'État contre les féodalités intérieures, les banques, les clans, les syndicats d'occasion, qu'ils soient patronaux ou autres. La souveraineté de l'État a été, au fil de l'histoire de France, une longue conquête. Et puis il y a même un troisième pied qu'il faut développer, parce qu'il y a une équivoque dans la droite nationale française. Ce troisième pied, c'est l'identité. Je ne refuse pas ce terme qui a quelque chose d'un peu aigu et peut-être un peu saillant, mais d'abord en tant que platonicien, je crois aux identités, à la permanence des identités, et je crois que le mot dit bien ce qui nous appartient et ce qui vient de l'extérieur. En fait d'influence, l'influence est acceptable, la colonisation est inacceptable. Et la colonisation culturelle, finalement, est tout aussi attentatoire à la souveraineté que les empiètements de Bruxelles ou de l'OTAN, ou bien la politique de la France qui se fait à la corbeille, comme disait le général de Gaulle, c'est-à-dire l'empiètement des intérêts particuliers sur le bien commun, tel que l'État doit le mettre en œuvre. Alors Donald Trump